L'aube se levait à peine sur Ajegunle, mais le vacarme de Lagos était déjà là. Moteurs qui toussaient, vendeurs criant leurs marchandises, klaxons impatients. Au milieu de ce chaos, un vieux danfo jaune dormait encore, planté de travers dans la boue, comme un animal blessé qui refusait d'abandonner le territoire, où il avait rendu son dernier souffle. Sa carcasse rouillée tenait par miracle, soutenue par des planches, des morceaux de tôle et l'opiniâtreté de ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. C'était le foyer de Kunle. Le garçon s'éveilla en sursaut, comme chaque matin. Il frotta ses yeux encore lourds, s'étira et observa le plafond du bus. Les trous dans la tôle dessinèrent des constellations imaginaires qu'il connaissait par cœur. Dehors, un filet d'eau sale suintait sous une roue crevée, rejoignant le marécage qui entourait leur abri improvisé. À l'autre bout du bus, sa mère respirait difficilement. Ngozi était allongé sur un matelas. Sa poitrine se soulevait par secousses, accompagnée d'une toux sèche et douloureuse qui lacérait l'air. Kunle se leva pour ajuster la couverture élimée sur ses épaules. « Maman, tu es réveillée ?» demanda-t-il à voix basse. Elle ouvrit faiblement les yeux et lui offrit un sourire pâle, presque effacé. « Je suis là, mon fils, ne t'inquiète pas, la toux n'est qu'un nuage du matin. » Mais Kunle savait que ce nuage ne se dissipait jamais. Les médecins avaient dit que ses poumons étaient abîmés par les fumées toxiques de l'usine où elle avait travaillé des années plus tôt. Depuis, ses forces déclinaient jour après jour. Elle ne pouvait plus marcher longtemps, parfois même pas se lever. Alors Kunle était devenu ses jambes, ses bras, son souffle. Il fouilla dans un petit seau en plastique, attrapa son plateau en bois et y empila les sachets d'eau. Pure water, mais pas glacée. Il n'avait pas les moyens de la réfrigérer. Les chauffeurs qui l'achetaient ne s'en plaignaient pas trop. La chaleur de Lagos transformait tout en fournaise, et même une eau tiède soulageait les gosiers asséchés. « Je reviens vite, maman, » promit-il. « Aujourd'hui, je vendrai tout. Je te rapporterai les médicaments. Et du riz, si j'ai assez. » Ngozi leva une main tremblante pour lui toucher la joue. « Kunle, tu es trop jeune pour porter tant de fardeaux ? » « Je suis un homme maintenant, » répondit-il fièrement. Elle rit, un rire étouffé, brisé par une quinte de toux. Kunle sortit du danfo avec précaution, posant le pied sur une planche qui servait de passerelle au-dessus de la boue. Dès qu'il atteignit la terre ferme, l'odeur familière de la fumée, des eaux stagnantes et de la friture le frappa. Dans les ruelles du bidonville, les enfants s'éparpillaient déjà, courant derrière les camions, criant pour attirer l'attention des conducteurs. Les adultes, eux, tentèrent d'arracher un peu de dignité à la journée qui commençait. Kunle marcha vite, serrant son plateau contre lui. Il avait appris à se faufiler dans les embouteillages comme un poisson dans un torrent, zigzagant entre les motos Okada, sautant sur les trottoirs, évitant les rétroviseurs agressifs des bus bondés. « Pure water, très propre, très frais !» criait-il, même si ce n'était pas tout à fait vrai. À chaque sachet vendu, il sentait son cœur s'alléger un peu. Chaque billet froissé dans sa poche était un souffle de plus pour sa mère. Sous le soleil qui montait, la ville semblait vibrer. Les vendeuses de beignets criaient plus fort que les chauffeurs. Les radios des taxis hurlaient de l'afrobeat et les odeurs se mélangeaient. Poissons fumés, huile brûlée, essence, poussière. Mais au milieu de cette cacophonie, Kunle avançait avec une précision de funambule, porté par un seul objectif. Quand ses jambes devinrent lourdes, il s'arrêta à l'ombre d'un kiosque rouillé et regarda la file interminable de voitures. Un instant, il pensa à sa mère, seule dans le danfo, entourée du bruit étouffant du marécage. Il serra les dents. Il devait vendre plus, toujours plus, parce qu'au fond de lui, Kunle croyait encore que chaque jour pouvait être le jour où leur vie changerait. Un seul jour, un seul miracle. Et alors, peut-être, ils quitteraient enfin le vieux bus jaune qui s'effritait, lentement, comme leurs espoirs. Le soir était tombé sur Ajegunle, enveloppant le bidonville d'un voile de chaleur moite. Dans le danfo, la lumière tremblotante d'une bougie dessinait des ombres vacillantes sur les parois. Kunle venait de rentrer, épuisé mais fier d'avoir vendu presque tout. Ngozi, affaibli mais lucide, l'observait en silence. « Assieds-toi, mon fils, » murmura-t-elle. « Ce soir, je dois te parler de ton père. » Kunle leva les yeux, surpris. Ngozi évoquait rarement Bayo. Son nom flottait dans la famille comme un parfum oublié. Présent, mais insaisissable. Il s'assit près d'elle, la bougie éclairant son visage maigre. Ngozi inspira lentement, comme si elle rassemblait les fragments d'une histoire longtemps enfouie. Ton père, Bayo, c'était un homme différent. Pas riche, pas puissant, mais brillant. Il voyait le monde comme un puzzle qu'il pouvait réparer. Elle sourit, mais c'était un sourire chargé de nostalgie. Il passait des nuits entières à bricoler des panneaux solaires qu'il fabriquait avec presque rien. Il disait que l'énergie devait appartenir à tous, même aux plus pauvres. Kunle écarquilla les yeux. Imaginer son père comme un inventeur lui semblait irréel. « Comme les grands ingénieurs de la télévision ?» demanda Kunle. « Mieux, répondit-elle doucement.
Il rêvait pour les gens comme nous. Elle regarda ses mains, comme pour y retrouver le passé. Un jour, il m'a montré un prototype. Une petite boîte en métal, cabossée, mais quand il l'a exposée au soleil, elle a allumé une ampoule sans fil. J'en ai pleuré, pas parce que la lumière était forte, mais parce qu'elle donnait de l'espoir. Elle toussa, mais continua sans se laisser interrompre. Quand un investisseur étranger est venu à Lagos, Bayo a dit que c'était sa chance. Mais nous n'avions rien, pas même de quoi prendre un bateau-bus jusqu'à l'île Victoria. Alors j'ai vendu les bijoux de ma dot. Chaque bracelet, chaque boucle d'oreille. Ta grand-mère m'aurait tué si elle l'avait su. Elle rit faiblement. Je voulais qu'il réussisse. Je voulais qu'un jour tu sois fier de lui. Kunle sentit un pincement au cœur. « Et il est parti » demanda-t-il et Ngozi hocha la tête. « Oui. Il m'a dit « Ngozi, quand je reviendrai, tu seras une reine. » Il avait les yeux pleins de promesses. Tu étais encore un bébé, endormi contre mon dos quand il s'est éloigné. La flamme de la bougie trembla. L'air se chargea d'une tristesse ancienne. « Mais il n'est jamais revenu » poursuivit-elle. Pas un appel, pas une lettre. Rien. Les rumeurs s'étaient propagées rapidement comme des braises dans la poussière. Les voisins se sont moqués. Ils disaient qu'il avait pris l'argent pour Japa, partir en Europe sans se retourner. Certains affirmaient l'avoir vu sur un bateau clandestin. D'autres prétendaient qu'il avait trouvé une femme riche. Kunle serra les poings. « Mais toi, tu n'y as jamais cru ?» Ngozi secoua la tête. « Ton père n'était pas un lâche. S'il avait pu revenir, il l'aurait fait. Je le sais. » Elle soupira, la fatigue pesant lourd sur ses épaules. Mais après sa disparition, tout a changé. Les gens m'évitaient. Certains m'accusaient d'avoir été naïve. D'autres me regardaient, comme si j'étais maudite. Alors j'ai fui les insultes, les regards, la honte. Je suis venue ici, loin de tout ce que je connaissais. Je voulais protéger ton souvenir de lui. Et peut-être aussi me protéger moi-même. Le silence retomba dans le bus. On entendait au loin les éclats d'une fête improvisée, les rires, la musique assourdie. Le monde continuait, même quand le leur s'était effondré. Kunle glissa sa main dans celle de sa mère. « Maman, un jour je retrouverai papa. Peut-être qu'il est juste perdu, ou blessé. » Ngozi le regarda longuement, les yeux brillants. « Tu es comme lui » murmura-t-elle. « Tu portes la lumière même dans la nuit. » La bougie s'éteignit soudain, comme si le vent avait voulu clore le récit. Dans l'obscurité, la respiration fragile de Ngozi se mêlait au battement du cœur du garçon qui, pour la première fois, comprenait le poids invisible que sa mère portait depuis 7 ans. À cet instant, sans qu'il puisse l'expliquer, Kunle sentit que cette histoire n'était pas terminée. Quelque part, dans l'immense ville de Lagos, un morceau de vérité attendait d'être retrouvé. Au petit matin, quand la brume se levait au-dessus des eaux stagnantes, une odeur familière se glissait dans les ruelles d'Ajegunle, celle du riz épicé en train de cuire. C'était le signal que la vieille cuisinière, Mama Chioma, avait déjà allumé son feu de bois. Avant que les klaxons n'envahissent la ville, avant même que les premières mototaxis ne sillonnent les rues, elle était là, debout devant sa marmite noire, remuant lentement comme si elle dirigeait un orchestre invisible. Kunle aimait ce moment. Quand il passait devant l'entrée du bidonville, son plateau vide sous le bras, la chaleur dégagée par son petit restaurant de rue était comme une étreinte. Le monde extérieur pouvait être dur, bruyant et indifférent. Ici, le temps semblait suspendu. « Kunle, tu marches comme quelqu'un qui a perdu son ombre », lança la voix rocailleuse de Mama Chioma. Elle avait un rire qui tonnait plus fort que les moteurs des autobus. Grande, solide, toujours vêtue d'un pagne aux couleurs vives, elle dominait son comptoir de fortune. Son foulard noué de travers ajoutait à son allure d'ancienne guerrière, qui aurait décidé un jour de protéger son quartier avec une simple cuillère en bois. Kunle sourit malgré lui. « Bonjour, Mama Chioma. »« Bonjour quoi ?» répondit-elle en haussant un sourcil. « Tu crois que le bonjour suffit pour payer mes factures ? Approche un peu. » Il obéit, mi-intimidé, mi-amusé. Elle souleva le couvercle de sa marmite. Une bouffée d'arôme épicé s'éleva, enveloppant le garçon. « Oh ça, tu sens ça ?» demanda-t-elle. « C'est l'odeur du courage. Personne ne peut commencer la journée sans courage dans cette ville. » Elle plongea sa louche au fond du riz, fouilla volontairement, puis grimaça. « Ah, encore brûlé. Ce feu veut ruiner ma réputation. Tiens, prends ça avant que mes clients découvrent que je suis une mauvaise cuisinière. » Elle lui tendit un morceau de riz légèrement collé, mais encore chaud. Kunle secoua la tête. « Mama, tu sais que ce n'est pas brûlé. »« Tu fais exprès. Moi ? Faire exprès ? Tu m'accuses ?» répliqua-t-elle en se redressant. Puis elle éclata de rire et déposa la nourriture dans son plateau. « Allez, file avant que je change d'avis. »« Merci, Mama Chioma. Je donnerai tout à ma mère. »« Je sais, » dit-elle d'une voix plus douce. « Et dis-lui que je passerai la voir tout à l'heure. Si elle refuse, je la gronde. » Elle avait cette façon de camoufler son affection derrière des menaces théâtrales. Tout le monde savait qu'elle n'avait pas d'enfant, mais d'une certaine manière,
elle avait adopté tout le quartier. Elle connaissait les secrets de chacun, les blessures qu'on cachait, les rêves qu'on n'osait plus formuler. Son restaurant improvisé était devenu le cœur du bidonville. Plus tard, alors que Kunle revenait de ses ventes, une bouteille d'eau à la main pour sa mère, il vit Mama Chioma discuter vivement avec un groupe de femmes. Elle semblait défendre quelqu'un corps et âme. Lorsqu'elle aperçut le garçon, elle l'appela. « Kunle, viens. Tu vois ces femmes? Elles pensent que ta mère devrait aller à l'hôpital public. Est-ce qu'elles savent comment on y traite les pauvres? Comme des animaux. » Les femmes protestèrent. Mais Mama Chioma leva la main. « Silence, je connais Ngozi. Si je ne peux pas encore la sauver, au moins je peux la respecter. » Kunle sentit son cœur se réchauffer. Nulle part ailleurs, il n'avait vu une telle loyauté. Quand les femmes s'éloignèrent, Mama Chioma se pencha vers lui et dit « Écoute-moi, tu n'es pas seul, ta mère non plus. Tant que je suis en vie, personne ne vous laissera tomber. Tu comprends ?» Kunle hocha la tête, la gorge serrée. Elle lui tapa doucement la tempe. « Ne deviens pas sentimental devant moi. Va, ton riz va refroidir. » Le soleil commençait à se coucher, colorant la ruelle d'orange et de poussière. Kunle reprit la direction du vieux bus où il vivait, le plateau rempli, mais le cœur plus léger. Le monde restait rude, la misère toujours présente. Mais à l'entrée du bidonville, une vieille femme au rire puissant veillait sur eux comme une sentinelle. Et grâce à elle, leur abri fragile n'était pas qu'un refuge, c'était aussi un endroit où un peu d'humanité survivait. Le soleil n'était pas encore haut lorsque le vacarme métallique se fit entendre au loin. D'abord un grondement étouffé, qui se mélangeait aux bruits habituels du quartier. Les vendeurs ambulants installant leurs étals, les enfants courant pieds nus entre les flaques, les moteurs fatigués des motos. Mais celui-là était différent, plus lourd, plus menaçant. Un bruit qui ne traversait pas seulement l'air, mais vibrait jusque dans le sol. Devant le vieux bus jaune où Kunle et sa mère survivaient, l'atmosphère sembla changer. Le garçon sortit la tête par l'ouverture tordue où se trouvait autrefois une fenêtre. À l'intérieur, Ngozi dormait d'un sommeil fragile, sa respiration sifflante rythmant la poussière qui entrait et sortait de ses poumons abîmés. Elle n'avait pas eu la force de se lever ce matin-là. Ses mains tremblaient encore de la fièvre de la nuit. Lorsque les premiers véhicules officiels apparurent, la vie du bidonville s'arrêta net. 3 voitures blanches suivies de 2 bulldozers massifs, leurs lames brillantes reflétant la lumière du jour. Derrière eux marchaient des agents en uniforme, boucliers, casques, matraques, détermination glacée. On aurait dit une armée venue affronter des géants. Mais il n'y avait ici que des familles épuisées, des toits de tôle et des murs en planches récupérés. Un homme portant un gilet jaune fluorescent leva une feuille et annonça d'une voix hautaine que le terrain avait été officiellement réquisitionné. Un centre commercial serait construit ici. Les habitants avaient exactement 24 heures pour déguerpir. Sans aide, sans compensation, sans discussion. La nouvelle se répandit comme une étincelle sur de l'huile, rapide, brûlante, incontrôlable. Des cris éclatèrent, des mères agrippèrent leurs enfants. Des hommes se disputèrent, d'autres supplièrent. Les plus âgés restèrent figés, incapables de comprendre comment leur monde pouvait s'écrouler en une seule phrase. Kunle sentit son cœur se serrer. Il regarda le bus, leur seul refuge, leur maison, leur histoire. Le perdre, c'était disparaître. Et sa mère, comment la déplacer? Elle ne pouvait même pas tenir debout sans suffoquer. Les médicaments qu'il avait achetés la veille n'avaient pas encore fait effet. Elle était trop faible, trop fragile. Le garçon descendit du bus et se planta devant l'entrée, les bras légèrement écartés, comme s'il espérait que son petit corps suffirait à arrêter les machines. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, mais il refusait de reculer. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la boue, son t-shirt collé contre sa peau tremblante. La vieille dame, Mama Chioma, alertée par les cris, accourut depuis son petit restaurant de rue. Son foulard était encore noué à la hâte, et sa grande cuillère dépassait de son tablier. Lorsqu'elle vit les bulldozers, elle se précipita vers les agents, son courage dépassant de loin sa taille. Elle expliqua, insista, supplia même qu'on leur laisse du temps. Elle parla de la maladie de Ngozi, de l'enfant qui travaillait pour survivre, de ceux qui n'avaient nulle part où aller. Toujours droite, toujours protectrice. Un agent anti-émeute la repoussa brusquement. Mama Chioma vacilla, manqua de tomber, mais fut rattrapée par 2 voisins qui l'empêchèrent de heurter le sol. Autour d'eux, un frisson de colère parcourut la foule, mais personne n'osa s'opposer à ceux qui, face aux pauvres, ne connaissaient que la force. Le premier bulldozer avança de quelques centimètres, juste assez pour briser le dernier espoir. Le sol trembla légèrement, un avertissement. Les habitants reculaient, mais Kunle resta immobile, les poings serrés, la gorge nouée. Il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas quoi faire. Il voulait seulement protéger sa mère. Ngozi, la jeune maman malade, alertée par le bruit, tenta de se redresser dans le bus. Elle appela faiblement son fils, mais sa voix se perdit dans le vacarme.
Son souffle était si court qu'elle retomba aussitôt, épuisée. Elle comprit. Ils allaient tout perdre. Et à cet instant, dans ce chaos de poussière et de peur, une pensée horrible s'imposa à tous. Personne ne viendrait les sauver. Le bulldozer coupa son moteur un instant. Le silence qui suivit fut encore plus menaçant. Le compte à rebours venait vraiment de commencer. Le matin de la démolition se leva avec une lourdeur étrange. Le bidonville semblait retenir son souffle. Les habitants, qui n'avaient pas dormi de la nuit, erraient comme des ombres, serrant contre eux les quelques affaires qu'ils savaient réussi à rassembler. Le bulldozer, immobile au centre du terrain, attendait son signal comme un prédateur en cage, prêt à bondir dès qu'on le réveillerait. Devant le vieux bus jaune, Kunle restait assis dans la boue, les genoux repliés contre sa poitrine. Il n'avait plus de larmes. La nuit entière avait été une lutte silencieuse pour ne pas s'effondrer. Sa mère n'avait presque pas fermé les yeux, suffoquant par moments, murmurant son nom d'une voix si faible que le garçon avait dû coller son oreille contre ses lèvres pour l'entendre. Chaque toux semblait lui déchirer la poitrine. Les agents démarraient leurs préparatifs. Vérification des engins, dernier briefing, cordon de sécurité resserré. Rien ne laissait croire qu'ils avaient la moindre intention de faire preuve de compassion. Ils attendaient seulement l'ordre final. Mais alors que la tension atteignait son sommet, un bruit inattendu fendit l'air. Un ronflement grave, régulier, qui ne ressemblait ni au fracas des machines, ni aux motorisations fatiguées du quartier. Les habitants relevèrent la tête. Certains se figèrent, d'autres avancèrent timidement. Tous fixèrent la route poussiéreuse qui menait au bidonville. Un premier véhicule noir apparut, immense, brillant, aux vitres teintées. Puis un deuxième, et un troisième. 3 voitures identiques, avançant lentement, comme si elles glissaient sur le sol. Leur arrivée était si incongrue que même les agents du gouvernement semblèrent hésiter. Ce cortège ressemblait davantage à la visite d'un haut dignitaire qu'à celle de quelqu'un qui se serait intéressé à un terrain abandonné. Les voitures s'arrêtèrent dans un silence parfait. Les portières s'ouvrirent. Des hommes noirs en costume sombre en descendirent, le regard froid, le pas mesuré. Ils se positionnèrent aussitôt autour du véhicule central, ouvrant un passage avec une précision presque militaire. Puis un jeune homme au teint noir ébène apparut. Grand teint brillant, portant un long vêtement blanc immaculé qui tranchait violemment avec la poussière du quartier. Lunettes sombres, canne noire sculptée qu'il tenait avec une élégance naturelle. Sa présence imposait le respect. On aurait dit qu'il appartenait à un autre monde, un monde où la misère n'existait pas. Certains habitants chuchotèrent, d'autres restèrent bouche bée. Peu d'entre eux avaient déjà vu d'aussi près un homme de cette stature sociale. L'homme avançait lentement, observant le terrain comme un propriétaire qui inspecte sa nouvelle acquisition. Rien ne semblait l'émouvoir, ni les abris détruits, ni les visages marqués par la fatigue. C'était un regard habitué à prendre des décisions qui bouleversent la vie des autres, sans jamais faillir. Alors qu'il allait contourner une flaque de boue, sa canne heurta un caillou. Un petit objet brillant se détacha de sa poche et tomba dans la boue avec un bruit étouffé. Les gardes ne le remarquèrent pas, lui non plus. Il poursuivit sa marche, concentré sur les directives qu'il donnait. Mais un enfant, caché non loin de la carcasse du bus, avait tout vu. Kunle. Il avait reconnu l'éclat doré de l'objet tombé. C'était une sorte de chapelet, finement sculpté, si propre, si précieux qu'il semblait à lui seul valoir plus que tout le bidonville. Le garçon resta figé un instant. Son cœur battait vite. Cet objet pouvait tout changer. Avec ça, il pouvait acheter des médicaments, de la nourriture, un abri. Il pouvait sauver sa mère. Mais une autre pensée, plus profonde, plus exigeante, surgit. Celle que sa mère répétait malgré la maladie. On reste digne, même quand tout s'écroule. « Tu es un garçon de valeur », lui disait-elle souvent. Kunle ferma les yeux un instant, prit une grande inspiration, puis saisit l'objet précieux avec une délicatesse presque religieuse. Ses doigts tremblaient. Il se mit à courir, dépassant les flaques, contournant les agents, ignorant les cris qui tentaient de l'arrêter. Il leva le bras, tenant le chapelet en or au-dessus de sa tête. « Monsieur, monsieur, vous avez fait tomber ça !» Les gardes se retournèrent instantanément, mains sur leurs armes. Le garçon se figea, mais tint bon. Sa petite silhouette se découpait dans la poussière, fragile et déterminée. Le jeune homme noir en blanc et en lunettes de soleil s'arrêta enfin. Il se tourna vers la voie. Son regard tomba sur Kunle. Et à cet instant, quelque chose dans ses yeux changea. Pas de la colère, pas de l'impatience. Une surprise profonde, comme si un souvenir ancien venait de frapper sa conscience. L'atmosphère est électrique. Kunle, le souffle court, tend le chapelet en or, ses mains maculées de boue contrastant avec l'éclat du bijou. Adebayo se fige. Il ne regarde pas le bijou, mais les yeux du garçon. Il est bouleversé. Dans ce monde de requins où tout s'achète, un enfant en haillons vient de lui rendre une fortune. Lentement, Adebayo retire ses lunettes de soleil. « Petit », commence-t-il, la voix rauque.
Tu as faim, tu es sale, et pourtant tu me rends ça? Qui t'a appris à être un homoloabi dans cet enfer? Kunle, tremblant mais fier, pointe son doigt vers la carcasse jaune du bus d'Anfo, à 50 mètres de là. C'est ma mère. Elle dit que la pauvreté ne doit pas voler notre dignité. Elle s'appelle Ngozi. Au son du nom Ngozi, le temps semble s'arrêter pour l'homme. Ses pupilles se dilatent. Ce nom a résonné dans ses cauchemars et ses maux de tête pendant 7 ans. Un écho sans visage. Sa main lâche sa canne en ébène, qui tombe lourdement dans la boue. Ngozi, murmure-t-il. Soudain, le grand magnate de l'énergie perd toute sa prestance glaciale. Il se met à courir. Il boite, sa vieille blessure à la jambe le faisant grimacer. Mais il court. Ses gardes, paniqués, lui crient « Chief, Chief, c'est dangereux !» Il les ignore. Il trébuche, salissant son habit blanc immaculé dans la fange noire du marécage. Mais il se relève et fonce vers le bus. Il arrache la portière rouillée du Danfo. À l'intérieur, dans la pénombre étouffante, Ngozi est allongée sur des cartons, le souffle sifflant. Elle ouvre péniblement les yeux. Bayo tombe à genoux à ses côtés, prenant ses mains froides dans les siennes. « Ngozi, c'est moi. C'est Bayo !» Elle cligne des yeux, croyant délirer sous la fièvre. Elle lève une main faible vers la cicatrice sur son visage. « Bayo ?» souffle-t-elle. « Tu es revenu. » Les larmes de Bayo coulent sur ses joues, se mêlant à la sueur. D'une voix brisée, il explique tout, tandis que Kunle écoute, bouche bée, à l'entrée du bus. « Je n'ai jamais voulu partir. Ce soir-là, sur le Third Mainland Bridge, des bandits ont bloqué mon taxi. Ils m'ont frappé, jeté par-dessus la barrière, dans la lagune. Des pêcheurs m'ont repêché des jours plus tard. À des kilomètres, j'étais dans le coma. Quand je me suis réveillé, je ne savais plus qui j'étais. J'ai dû réapprendre à parler, à marcher. J'ai construit un empire avec mon cerveau. Mais mon cœur, lui, cherchait toujours quelque chose. C'est pour ça que j'ai acheté ce terrain. Je sentais que mon âme m'appelait ici. » Il serre Ngozi et Kunle dans ses bras, réunissant enfin les morceaux de sa vie brisée. Bayo se redresse, le visage transformé par une détermination féroce. Il sort du bus et hurle à ses hommes, qui regardent la scène, stupéfaits. « Appelez l'ambulance de mon jet privé. Maintenant, et dites au bulldozer de reculer. Si une seule brique de ce quartier est touchée, je détruis la compagnie. » Ngozi est portée avec une délicatesse infinie hors du bus, installée à l'arrière du 4x4 climatisé, comme la reine qu'il avait promis qu'elle serait. 1 an plus tard, le soleil du matin traversait les grands rideaux de lin blanc, inondant une chambre spacieuse et paisible. Ce n'était plus la lumière crue et impitoyable qui frappait la tôle brûlante du vieux bus, mais une clarté douce, tamisée par les feuilles des palmiers du jardin. Ngozi se tenait devant un grand miroir en pied. L'image que la glace lui renvoyait semblait presque irréelle. Ses joues creusées avaient retrouvé leur rondeur et son teint noir, autrefois grisâtre à cause de la maladie, rayonnait désormais d'une santé éclatante. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air frais. Pas un sifflement, pas une quinte de toux. Le silence de sa respiration était sa plus belle victoire. Elle lissa le tissu de sa robe couleur corail. Une étoffe de qualité, mais simple, car elle n'avait pas oublié la valeur des choses. À l'étage du dessous, un bruit de course précipité se fit entendre. Kunle dévala les escaliers, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Il avait grandi de plusieurs centimètres. Ses bras, qui ne portèrent plus de lourdes bassines d'eau dans les embouteillages, tenaient maintenant des livres d'histoire et de mathématiques. Son uniforme vert et blanc était immaculé, repassé avec soin par sa mère la veille au soir. Dans l'encadrement de la porte du salon, Bayo observait son fils. Il s'appuyait sur sa canne, non plus avec la lourdeur d'un infirme, mais avec l'élégance d'un homme qui a traversé des épreuves. Il portait un costume bleu nuit parfaitement coupé. « Doucement, champion !» dit Bayo avec un sourire chaleureux. Kunle leva les yeux vers son père, un sourire radieux aux lèvres. « Papa, j'ai présenté un exposé aujourd'hui. »« Ah oui? Et quel est le sujet ?» demanda Bayo. « Le courage » répondit simplement l'enfant. Bayo sentit sa gorge se serrer. Il posa une main sur l'épaule solide de son garçon. « Tu es le meilleur expert que je connaisse sur ce sujet » murmura-t-il. Ngozi les rejoignit dans le hall. Le bruit de ses talons résonnant sur le carrelage fit tourner les têtes de ces 2 hommes. Bayo la regarda avec une admiration qui n'avait pas faibli depuis leur retrouvaille. Il s'avança et lui baisa la main, comme s'il s'agissait de la pierre la plus précieuse du monde. « Tu es prête, ma reine ?» demanda-t-il. « Plus que prête » répondit-elle d'une voix claire. « Nous ne devons pas faire attendre Mama. » C'est son grand jour. Ils sortirent tous les 3 sur le perron. Une voiture noire et confortable les attendait dans l'allée gravillonnée. Le chauffeur s'empressa d'ouvrir la portière, mais Bayo l'arrêta d'un geste doux et ouvrit lui-même la porte pour sa femme et son fils. Malgré sa richesse retrouvée, il tenait à servir sa famille lui-même. Alors que la voiture s'éloignait de la maison calme pour plonger dans l'effervescence de la ville,
Kunle colla son front contre la vitre. Il regardait défiler les rues, non plus comme un survivant cherchant une pièce, mais comme un enfant qui avait enfin le droit de rêver à l'avenir. Le chauffeur croisa le regard de Bayo dans le rétroviseur. « Direction l'ancien quartier, monsieur ?»« Oui, répondit Bayo en serrant la main de Ngozi. Là où tout a recommencé. La voiture noire aux vitres teintées s'engagea dans ce qui était, un an plus tôt, un chemin de terre boueux et impraticable. Le contraste était saisissant. Le quartier avait été métamorphosé. Les marécages insalubres avaient été assainis, les ordures déblayées, et une route pavée serpentait désormais proprement entre les habitations. Bayo n'avait pas chassé les habitants pour construire des tours de verre. Il avait rénové leur environnement, leur offrant la dignité qu'il avait lui-même failli perdre ici. Au cœur du quartier, à l'endroit exact où se dressait autrefois l'étal de fortune en fumée, se tenait maintenant un bâtiment magnifique. C'était une construction moderne aux murs ocre et terre cuite, percée de larges baies vitrées qui reflétaient le ciel bleu. Une foule dense s'était massée devant l'entrée. Tout le voisinage était là, hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs habits du dimanche, vibrant d'une excitation joyeuse. Au premier rang, la vieille dame Mama Chioma attendait. Elle portait une robe en dentelle bleue majestueuse et une coiffe assortie, bien loin de ses tabliers tachés de suie. Elle semblait intimidée, tordant nerveusement ses mains, ne sachant pas exactement pourquoi le grand patron avait insisté pour sa présence. Elle s'attendait peut-être à une enveloppe, un geste de remerciement pour avoir nourri un enfant des rues. Le véhicule s'immobilisa, le silence se fit instantanément. La portière s'ouvrit et Bayo descendit, suivi de Ngozi et Kunle. Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée d'Ajegunle en voyant Ngozi, si belle et vivante. Bayo s'avança vers la vieille dame. Il ne boitait presque plus, sa démarche était celle d'un homme qui sait exactement où il va. Il s'arrêta devant elle et, au lieu de lui serrer la main formellement, il s'inclina légèrement en signe de profond respect. Il prit un microphone que son assistant Badou lui tendait. Sa voix, amplifiée, résonna clairement dans la rue silencieuse. « Il y a un an, ma famille mourait ici, » commença-t-il, regardant la foule droit dans les yeux. « Nous n'avions rien, pas de toit, pas de santé, pas d'argent. Mais le plus dur, dans la pauvreté, ce n'est pas la faim, c'est la honte. » Il se tourna vers Mama Chioma, qui avait les yeux brillants. « Cette femme, » continua Bayo en posant une main douce sur son épaule, « n'a pas seulement nourri le corps de mon fils et de ma femme, elle a nourri leur âme. Elle savait que nous n'avions pas de chien, mais chaque soir, elle prétendait avoir brûlé son riz pour que mon fils puisse l'accepter sans se sentir mendiant. Elle a protégé notre honneur quand nous n'avions plus rien d'autre. L'argent peut acheter de la nourriture, mais il ne peut pas acheter la bonté du cœur. » Bayo fit un signe de la main vers la façade du nouveau bâtiment. Deux hommes d'Ajegunle tirèrent sur une corde, faisant tomber le grand drap de velours qui couvrait l'enseigne au-dessus de l'entrée principale. La foule poussa une exclamation de surprise, suivie d'un tonnerre d'applaudissements. En lettres dorées et lumineuses, on pouvait lire « La cuisine du cœur chez Mama Chioma, centre communautaire et cantine solidaire ». Mama Chioma porta ses mains à sa bouche, étouffant un sanglot. Ses genoux flanchèrent, mais Ngozi, qui s'était approché, la soutint fermement par le bras. Bayo sortit alors de sa poche un trousseau de clés brillants et un dossier relié de cuir. « Mama », dit-il doucement, hors du micro, pour qu'elle seule l'entende. « Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas une gérance. Je vous remets les titres de propriété. Le terrain, les murs, les équipements professionnels à l'intérieur, tout est à vous. Ma fondation financera les stocks et les salaires de vos employés à vie. Vous n'aurez plus jamais à respirer la fumée de bois. Vous êtes chez vous. » Il déposa les clés dans la paume calleuse de la vieille dame. Elle les serra contre sa poitrine comme un trésor sacré. Les larmes coulèrent librement sur son visage marqué par des années de labeur. Elle essaya de parler, de remercier, mais aucun mot ne sortit. Ngozi la serra fort dans ses bras, pleurant elle aussi. « Merci de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce qu'il revienne » murmura Ngozi à son oreille. Kunle, ne tenant plus en place, se faufila entre les adultes et entoura la taille de Mama Chioma de ses bras. La vieille dame éclata alors d'un rire mouillé de larmes, levant les clés vers le ciel sous les vivas de tout le quartier. La fête pouvait commencer.